Chaque année, des dizaines de milliers de drones sont produits dans le monde. Mais seule une poignée d'entre eux est capable de changer les règles du jeu d'une guerre entière. Et voici ce qui étonne le plus. Nous n'avons pas affaire à un chef-d'œuvre high-tech à plusieurs millions de dollars, mais à un triangle étrange fait de matériaux qui rappellent davantage l'emballage d'un téléviseur. Et pourtant, il parcourt jusqu'à 2500 km et fait trembler les systèmes de défense anti-aérienne les plus coûteux au monde. Comment se fait-il que la simplicité soit devenue l'arme du futur? Et que cache réellement ce cyclomoteur, dont le bruit effraie aujourd'hui plus que celui des réacteurs? Restez avec nous jusqu'au bout, car un détail de cette construction explique tout, et il va vraiment vous surprendre. Commençons par un examen visuel, car cet appareil, son envergure atteint 2,5 mètres et sa longueur 3,5 mètres. Cet oiseau pèse environ 200 kg. Regardez la structure. Ce n'est ni de l'aluminium aéronautique ni du titane spatial, c'est de la fibre de verre et du polystyrène expansé. Oui, vous ne vous trompez pas, exactement le matériau dans lequel on emballe votre nouvelle télévision. Pourquoi est-ce génial, me direz-vous? Parce qu'une telle structure ne réfléchit presque pas les ondes radar. Elle est si rudimentaire que les grands systèmes sophistiqués de défense anti-aérienne ne comprennent parfois tout simplement pas ce qui vole. Une vraie cible, ou une nuée d'oiseaux ayant décidé de migrer vers le sud en février. Le cœur de ce triangle volant, le moteur. C'est un moteur à essence 2 temps de 50 chevaux. Il sonne exactement comme le vieux cyclomoteur de grand-père ou la tondeuse à gazon du voisin un samedi matin. C'est précisément pour ce bruit qu'on les a surnommés les mobylettes. Le réservoir contient assez de carburant pour permettre à cet engin de voler sur une distance allant jusqu'à 2500 km. Imaginez un peu, 2500 km avec un moteur de mobylette. Sa vitesse n'a rien de foudroyant, entre 120 et 180 km/h environ. Autrement dit, si vous accélérez bien au volant d'une voiture de sport, vous pourrez le doubler sur l'autoroute. Mais il n'est pas pressé. Sa mission, c'est de vrombir longuement et obstinément jusqu'à ce que quelqu'un craque. Passons maintenant au plus intéressant, le cerveau. Vous vous attendez sans doute à y trouver des processeurs dernière génération, valant des millions d'euros. Eh bien non. La navigation repose ici sur un signal civil ordinaire du système de positionnement mondial. En gros, à l'intérieur se trouve quelque chose de très similaire au GPS de votre smartphone, juste un peu mieux protégé contre les brouillages. Si l'adversaire tente de brouiller ce signal, le Shahed dispose d'un plan B, un système inertiel. Il s'agit d'un ensemble de capteurs qui indiquent à l'appareil dans quelle direction il penche et à quelle vitesse il vole. C'est comme marcher dans le noir de mémoire. Pas très précis, mais vous finirez quand même par atteindre le mur. Parlons maintenant de ce qui en fait un kamikaze. Le nez dissimule entre 30 et 50 kg d'explosifs. C'est beaucoup. C'est énorme pour une structure aussi légère. Lorsque ce triangle percute sa cible, il se transforme en boule de feu. Et c'est là que réside toute la perfidie. Un tel engin coûte environ 20 000 €, alors qu'un missile destiné à l'abattre peut coûter 2 millions d'euros. Comparez simplement ces chiffres, 20 000 contre 2 millions. C'est comme essayer de tuer un moustique avec un lingot d'or. Même si vous réussissez, vous perdez financièrement. Je me tiens actuellement devant un lanceur, et il ressemble à un conteneur de fret ordinaire. À l'intérieur se trouvent 5 alvéoles. Ils sont lancés l'un après l'autre grâce à un accélérateur à poudre. C'est un petit coup de pied, enflammé, qui propulse le drone dans les airs. Puis ce fameux moteur de mobylette prend le relais. Il vole souvent en essaim. Pourquoi? Parce qu'une seule cible, c'est simple. Mais quand 10 ou 20 de ces engins fondent sur vous de tous côtés, le système de défense s'étouffe littéralement. Il panique, tire toutes ses coûteuses roquettes
Et au final, l'un de ces petits bolides bon marché finit toujours par passer entre les mailles du filet. C'est fascinant de voir comment la guerre a changé. Autrefois, on se targuait de complexité, et aujourd'hui, nous assistons au triomphe de la simplicité. C'est comme dans le monde informatique. Parfois, une bonne vieille calculatrice est plus fiable qu'une tablette bardée de technologie. Les concepteurs ont renoncé à tout superflu. Il n'y a pas de caméra qui transmette des images en temps réel. Vous ne pouvez pas le piloter comme avec une manette. Vous entrez simplement les coordonnées avant le décollage. Vous appuyez sur un bouton et vous l'envoyez en mission sans retour. Il n'a pas besoin de rentrer à la base. Il n'a pas besoin de salaire ni de médaille. C'est les mathématiques pures de la destruction. La pièce la plus complexe de ce drone, c'est sans doute l'hélice. Elle est en bois ou en plastique, de type propulsif, c'est-à-dire placée à l'arrière du moteur. Elle pousse simplement l'air et fait avancer ce triangle en polystyrène. Regardez ces soudures sur la coque. Elles sont rudimentaires, grossières. Et c'est précisément dans cette simplicité que réside son danger. Car ce qui est construit simplement est très difficile à neutraliser, que ce soit par des moyens logiciels ou techniques. Vous savez ce qui m'a le plus frappé lors de cette visite ? C'est le contraste. D'un côté, nous voyons ces développements dans des hangars, et de l'autre, nous réalisons l'ampleur des ressources qu'il faut déployer pour arrêter ces mobylettes volantes. Les hommes construisent d'immenses radars, conçoivent des algorithmes d'intelligence artificielle sophistiqués, et puis débarquent un triangle en polystyrène à 20 000 $ qui lance. Salut, me voilà! Pour conclure, je tiens à préciser que ce reportage ne célèbre pas l'armement, mais cherche à comprendre comment fonctionne la pensée technique moderne, dans des conditions extrêmes. C'est l'histoire d'un renversement où le bon marché est devenu l'atout majeur, et le ronronnement d'une tondeuse, un signal d'alerte. Le monde change, et les usines que nous visitons deviennent de plus en plus étranges. Qui aurait imaginé que nous discuterions un jour de fibres de verre et de moteurs à essence, comme de quelque chose capable de bouleverser les règles du jeu sur la grande scène. J'espère que cette plongée dans les coulisses de cet engin vous aura intéressé. N'oubliez pas que derrière chacune de ces machines se cachent des hommes, des chiffres et énormément de calculs. Nous poursuivons notre voyage à travers les sites industriels les plus fascinants du monde. Alors, restez avec nous. Il y aura encore plus de métal, de boulons et de découvertes inattendues. Prenez soin de vous, ne négligez pas le bruit des mobylettes dans le ciel, abonnez-vous à ma chaîne et souvenez-vous, même la chose la plus simple peut s'avérer bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard, pour peu qu'on l'observe sous le bon angle. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Aimeriez-vous que j'analyse plus en détail le système d'alimentation de ce drone, ou que je vous montre comment fonctionnent les groupes mobiles qui tentent de les intercepter ? Je me tiens dans ce dépôt américain de vieilles locomotives, où le temps semble s'être arrêté. Des géants rouillés des années 50 reposent sur les rails, tandis qu'autour résonnent les grues et flotte l'odeur du métal chaud. Ces machines de 200 tonnes chacune tractaient autrefois des trains à travers le continent, parcourant des milliers de kilomètres pour la Rhodie ou l'Union Pacifique. Aujourd'hui, on leur redonne vie, non pour le commerce, mais pour les musées et les trains touristiques. Le processus est long, mais précis, et je viens de parcourir tous les ateliers, de la chaufferie à la cabine du mécanicien. Je vais vous raconter comment on procède. D'abord, le démontage complet. On détache la locomotive du tender, on la place sur une fosse, un puits de 3 mètres de profondeur. Une équipe de 20 ouvriers, armés de clés pneumatiques
et de chalumeau acétylénique démontent tout en une semaine. Les roues de 2 mètres de diamètre sont retirées par des grues d'une capacité de 200 tonnes. Le châssis en fonte de 50 cm d'épaisseur part au bain de sable pour être débarrassé de la rouille. La chaudière, cœur de la machine à vapeur, est découpée en sections, car son poids atteint 50 tonnes. Chaque boulon, chaque tuyau, sous la loupe, les fissures sont détectées par magnétoscopie, où le champ magnétique révèle les défauts en surface. La chaudière, l'étape la plus complexe. Ces sections sont recouvertes de sable pour égaliser les parois, soudées à l'argon avec des électrodes en titane, à une température de 400 degrés Celsius. Les tubes, en cuivre ou en acier, de 10 cm de diamètre, sont nettoyés du tartre par ultrasons, puis rechargés d'une nouvelle couche de bronze de 2 mm d'épaisseur. La pression interne est testée à 20 bars. La chaudière est immergée dans l'eau. On y injecte de la vapeur. Et si les soudures tiennent, c'est bon. Le soudage se fait en continu, avec contrôle radiographique. Chaque cordon de soudure, sur toute l'épaisseur de la paroi, doit être exempt de cavité. L'essieu moteur d'une locomotive, c'est une histoire à part, car de lui dépend toute la marche de la machine à 100 km/h avec un poids de 200 tonnes. Les moyeux en fonte, d'une épaisseur de 10 cm, sont d'abord nettoyés au jet de sable. L'abrasif, projeté sous 6 bars de pression, frappe le métal et retire rouille, crasse et vieille peinture en 1 heure. Le sable, du quartz, granulométrie 0,5 mm, n'éraille pas la surface, mais la polit jusqu'à l'éclat. Ensuite, les moyeux sont lavés à l'eau chaude à 80 degrés Celsius, puis séchés à l'air comprimé. Vient alors le tour. Une machine grande comme une pièce, où la pièce est fixée dans un mandrin et mise en rotation à 50 tours par minute. Des outils en acier rapide enlèvent 1 mm par passe, calibrant le diamètre intérieur à une précision de 0,01 mm. Les copeaux volent en ruban d'1 mètre de long. Le refroidissement se fait par émulsion d'huile et d'eau pour que le métal ne chauffe pas au-delà de 200 degrés. Toutes les 10 minutes, on arrête. On mesure au micromètre. Si l'alésage s'est élargi d'1 micron, c'est à refaire. Les essieux usés, 3 mètres de long, 20 cm de diamètre, sont rechargés par un acier spécial à 8% de chrome pour la dureté. L'appareil à arc électrique, sous un courant de 200 ampères, dépose une couche de 5 mm d'épaisseur qui fond à 1600 degrés Celsius. Le rechargement se fait en tournant, l'essieu serré dans l'étau, la couche s'égalise uniformément, sans bavure. Puis vient le recuit. Les essieux sont enfournés à 700 degrés Celsius pendant 8 heures, refroidis lentement dans la cendre, pour relâcher les tensions internes. Sinon, ça craque dès le premier kilomètre. Les nouveaux paliers, des douilles en bronze de 15 cm de diamètre, sont coulés au babite, un alliage d'étain et d'antimoine. Le métal en fusion à 250 degrés Celsius est versé dans le moule, où le bronze tient la forme et le babite comble les pores. On les refroidit dans l'huile à température ambiante pour éviter les fissures. Le roulement en ressort lisse, le frottement minimal. Vient enfin l'équilibrage des roues sur banc d'essai. La paire tourne jusqu'à 200 km/h. Les capteurs détectent les vibrations au gramme près. Si un côté pèse 5 grammes de plus, on fraise millimètre par millimètre, jusqu'à l'équilibre parfait. Sinon, la locomotive tremblera sur les rails comme de la gelée. Les roues terminées reçoivent un émail anti-corrosion, pèsent 2 tonnes chacune, et sont prêtes à porter des milliers de tonnes de fret. La cabine du conducteur, un véritable musée sur rail, où chaque instrument raconte l'histoire de milliers de kilomètres. On démonte tout, vis par vis. Les manomètres au tube de cuivre de 5 mm sortent du tableau de bord. On dévisse les capots arrière, on nettoie les mécanismes de la poussière et de la rouille à la brosse imbibée d'essence. Les aiguilles, en laiton, 10 cm de long, sont retirées, polies, puis galvanisées dans un bain de rhodium d'1 micron d'épaisseur sous 2 ampères.
Le revêtement brille, ne ternit pas au fil des années, et l'aiguille glisse sans accroc de 0 à 20 bars. Les contrôleurs de traction, leviers équipés d'engrenages en fonte, sont démontés pièce par pièce, graissés à la pâte graphitée, leur course vérifiée. Chacun doit inverser la marche sous une pression de 5 tonnes sans jeu. Si l'engrenage présente 2 mm d'usure, on le remplace par un neuf, forgé à 1200 degrés Celsius. L'éclairage de cabine, ampoule de 20 watts, verre de 3 mm d'épaisseur, est essuyé. La tension contrôlée à 220 volts. Pour les locomotives diesel ou hybrides, les bougies d'allumage, isolants en porcelaine dotés d'électrodes en iridium, passent au banc d'essai. L'arbre tourne à 1000 tours par minute, l'étincelle claque à 30 000 volts et au moindre défaut, on les jette. Les pompes d'injection, à piston, cylindre de 20 cm, sont révisées, les pistons rectifiés au centième de millimètre, le débit testé, 100 litres par heure sous 10 bars de pression, sans fuite. Si la pompe fait des siennes, on change la soupape. En marche, c'est l'arrêt d'urgence assuré. L'électricité, un vieux réseau de fils de cuivre de 2 mm² de section, long de plusieurs kilomètres dans les cabines. On démonte les câbles, on les lave au solvant, on nettoie les contacts au papier de verre grain 200, on relie à la masse avec une barre de cuivre neuve de 5 mm d'épaisseur. L'isolation est refaite avec un vernis neuf. 2 couches, séchage au four à 120 degrés Celsius pour résister à l'humidité et aux vibrations. Les relais et disjoncteurs, mécaniques, à contacts argentés, sont nettoyés à l'alcool, testés sur 100 000 cycles de commutation. Quand tout est prêt, on remonte la cabine dans l'ordre inverse. Instruments dans le tableau de bord, câbles dans les goulottes, portières sur leurs gonds graissés. Le montage commence par le bas. On pose le châssis sur le marbre, on insère les essieux, on monte la chaudière à l'hydraulique avec une précision millimétrique. Le tender, réservoir de 20 tonnes d'eau et 10 tonnes de charbon, est rendu étanche avec de l'étoupe et du goudron. L'épreuve finale se déroule au dépôt. La locomotive tracte des wagons de 200 tonnes à 60 km/h, on monte la vapeur à 5 bars, on vérifie l'étanchéité. Si tout tient, on la peint en noir classique avec des roules à rouge, on inscrit le numéro en lettres d'or. Me voilà là, j'entends le sifflet. Le géant ressuscité est prêt à promener les touristes à travers les Rocheuses. Chaque restauration de ce type coûte des millions, dure 2 ans, mais remet l'histoire sur les rails. Ces bêtes du XXe siècle ont encore de beaux jours devant elles. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ce gigantesque bloc d'acier pèse plus de 160 tonnes et sa fabrication a nécessité 8 mois de travail ininterrompu. Des centaines de milliers de litres d'eau, sous une pression phénoménale, traversent chaque seconde la roue de cette turbine hydraulique. Sa réalisation est un parcours qui va du métal en fusion, coulé dans un moule, jusqu'à un fraisage d'orfèvre précis au millimètre près. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment naissent ces géants qui éclairent des villes entières. Tout commence dans la fonderie, un lieu qui évoque davantage la forge des dieux. Pour créer une roue destinée aux plus grandes centrales hydroélectriques du monde, il faut faire fondre simultanément une quantité prodigieuse d'acier. Il ne s'agit pas d'un acier ordinaire, c'est un alliage inoxydable spécial à haute teneur en chrome et en nickel, capable de résister pendant des décennies à la cavitation et à la corrosion. Le processus de coulée constitue un moment critique. Dans un moule gigantesque, fabriqué à partir d'un mélange spécial de sable et de résine, on verse le métal liquide dont la température dépasse 1500 degrés Celsius. Imaginez la scène. Plusieurs énormes poches se penchent simultanément.
et une rivière de feu vient remplir le moule. Mais le plus délicat reste le refroidissement. Une pièce aussi massive ne peut tout simplement pas refroidir en une nuit. Pour éviter les fissures internes et les tensions dans le métal, la roue repose dans son moule pendant plusieurs semaines. C'est un processus lent et contrôlé, où chaque degré compte. Lorsqu'on brise enfin le moule, nous découvrons une ébauche brute et sombre, qui ne ressemble que de loin au futur chef-d'œuvre d'ingénierie. Ce bloc brut de 170 tonnes est maintenant transporté vers l'atelier d'usinage mécanique. Ici, l'attendent de gigantesques tours fraiseuses verticales. Imaginez une machine haute comme un immeuble de 3 étages, où la pièce tourne lentement, tandis que des outils de coupe surpuissants retirent centimètre par centimètre le métal superflu. À ce stade, la roue perd jusqu'à 30% de son poids initial. Ce sont des tonnes de copeaux d'acier qui tombent au sol. Mais la principale difficulté réside dans la forme des aubes. Une aube de turbine hydraulique présente une surface complexe à courbure variable, calculée par des supercalculateurs pour une hydrodynamique parfaite. Le fraisage d'une seule de ces aubes peut durer plusieurs semaines en continu. La précision ici est stupéfiante. Pour une pièce de 8 mètres de diamètre, l'écart ne peut excéder des fractions de millimètres. Si la forme est ne serait-ce que légèrement altérée, l'eau commencera à détruire le métal par cavitation. Des micro-explosions de bulles d'air capables de ronger l'acier comme du papier. Une fois que la machine a terminé le gros œuvre, vient l'heure du travail manuel. Oui, vous ne rêvez pas. Même à l'ère des robots, la finition finale de ces géants se fait à la main. Des maîtres polisseurs, équipés de masques respiratoires et de combinaisons de protection, passent des semaines à polir la surface des aubes. Ce n'est pas une question d'esthétique. Plus la surface sera lisse, plus la résistance à l'eau sera faible, et plus le rendement de la turbine sera élevé. Une roue parfaite doit briller comme un miroir. Chaque cordon de soudure, chaque micro-fissure est minutieusement contrôlé par ultrasons et rayons X. La moindre porosité à l'intérieur de la coulée pourrait mener à la catastrophe, lorsque la roue se mettra à tourner à 75 tours par minute sous la pression d'une colonne d'eau de 200 mètres de haut. La dernière étape à l'usine, et sans doute la plus cruciale, c'est l'équilibrage. La roue pèse 150 tonnes. Si un côté est ne serait-ce qu'un kilogramme plus lourd que l'autre, la rotation générera des vibrations qui pulvériseront littéralement le barrage de béton. La roue est installée sur un banc spécial, où l'on vérifie son centre de gravité. C'est un travail d'une finesse inouïe. Les ingénieurs calculent où retirer encore quelques grammes de métal, ou, au contraire, ajouter des masses d'équilibrage. Une fois l'équilibrage terminé, ce géant peut se mettre à tourner littéralement d'une simple poussée de la main. C'est la magie de la physique et du calcul de précision. Lorsque ce titan d'acier quitte enfin l'atelier de polissage final, étincelant par la surface miroir de ses aubes, les ingénieurs font face à un défi qui, par sa complexité, n'a rien à envier à la fabrication elle-même. Vous pourriez penser que le plus dur est derrière eux, mais en réalité, la véritable aventure ne fait que commencer. L'acheminement de la roue mobile vers la centrale hydroélectrique est un cauchemar logistique et, en même temps, un spectacle extraordinaire. Car il s'agit d'un objet dont le diamètre atteint 10 mètres. C'est la hauteur d'un immeuble de 3 étages, couché sur le côté. Aucun wagon ferroviaire standard ne peut accueillir une telle pièce. Aucun pont ordinaire sur une route ne possède un passage assez haut pour que ce géant puisse le franchir. Cet objet est si large qu'il occupe 3, voire 4 voies de circulation à la fois, rendant son transport sur les routes publiques pratiquement impossible sans une préparation logistique colossale. C'est pourquoi le chemin vers le cœur énergétique du pays commence généralement par la voie d'eau. D'immenses grues portuaires, capables de soulever des centaines de tonnes, déposent délicatement la roue sur le pont d'une barge spécialisée.
c'est le moyen le plus sûr et le plus fiable pour acheminer de tels chargements. La barge progresse lentement sur les artères fluviales, franchissant écluses et grandes villes. Mais le fleuve ne peut conduire la pièce jusqu'au seuil de la salle des machines. À un certain point, sur un quai provisoire, le colosse d'acier doit regagner la terre ferme. L'attend ici un transporteur modulaire multi-essieux, une merveille d'ingénierie, monté sur des centaines de roues, chacune contrôlée individuellement. Cet engin avance à l'allure d'un piéton, environ 5 km/h, et autour de lui se déploie une véritable opération spéciale. En tête du convoi marchent des équipes de monteurs. Ils démontent provisoirement les panneaux de signalisation gênant le passage, soulèvent ou carrément coupent et retirent les lignes électriques, pour éviter que la structure de 10 mètres de haut n'accroche les câbles sous haute tension. Par endroits, il faut même élargir la chaussée ou renforcer les ponts avec des supports d'acier provisoires, car 160 tonnes de poids concentré peuvent tout simplement écraser l'asphalte ordinaire. Chaque mètre du trajet est calculé à la seconde et au millimètre près. Ce voyage peut durer des semaines, attirant des foules de badauds le long des routes, car ce n'est pas tous les jours qu'on voit glisser devant sa palissade un morceau de la future histoire énergétique. Et nous voici enfin ici, au cœur même de la centrale hydroélectrique. La salle des machines nous accueille par un grondement qui fait vibrer l'air dans nos poumons. Dans le sol de la salle béant de profonds puits de béton, ce sont les puits des futurs groupes turbo-alternateurs. Vos yeux et les miens comptent parmi les derniers à voir cette roue à la lumière du jour. À l'aide d'un puissant pont roulant, elle descend lentement dans les profondeurs obscures du puits. Là, au fond, elle sera raccordée à l'arbre massif du générateur. C'est un assemblage de haute précision, où la marge d'erreur ne peut excéder l'épaisseur d'un cheveu humain. Une fois le montage achevé et tous les vannes fermés, on laissera l'eau envahir le puits. Un torrent déchaîné, tombant d'une hauteur de plus de 200 mètres, s'abattra sur ces aubes que nous avons si soigneusement polies. Et moi, je peaufine le contenu en espérant vos abonnements enthousiastes. Au fond de l'Ohio se cache une machine qui soutient le ciel américain. La presse Mesta 50, un monstre de 36 000 tonnes qui s'enfonce de 10 étages sous terre. Elle comprime le métal avec une force de 50 000 tonnes, soit le poids de 10 tours Eiffel réunies. Sans cette machine, les États-Unis n'auraient ni F-35 ni Boeing 787. Lorsqu'en 2009, une fissure est apparue sur la presse, toute l'aviation américaine a retenu son souffle. Aujourd'hui, nous allons voir comment le titane incandescent se transforme en aile de chasseur, sous le coup du poing d'acier de la guerre froide. Prêt à plonger au cœur de la puissance aéronautique américaine ? Si vous vous trouviez devant l'usine Alcoa de Cleveland, dans l'Ohio, rien ne retiendrait votre attention. Un bâtiment industriel ordinaire, un mur de briques grises, des cheminées, des camions. Mais il suffit de descendre pour pénétrer dans un monde où naît la puissance véritable. La presse Mesta 50 ne repose pas sur le sol, elle y est encastrée. 30 mètres de profondeur, 10 étages de béton et d'acier. Pourquoi si profond ? Parce que lorsque 50 000 tonnes de force s'abattent sur le métal, la Terre tremble dans un rayon d'1 kilomètre. Sans ces fondations colossales, la presse s'enfoncerait dans le sol comme un couteau dans du beurre. Cette machine fut construite en 1955, au plus fort de la guerre froide. L'Amérique et l'Union soviétique ne rivalisaient pas seulement dans l'espace, elles se disputaient la maîtrise du ciel. Qui parviendrait à créer les meilleurs avions dominerait les airs. Et pour les meilleurs avions, il fallait des pièces impossibles à fabriquer par des procédés ordinaires.
Imaginez une aube de turbine du réacteur F-35. Cette pièce ne mesure que 30 cm de long, mais elle tourne à 10 000 tours par minute à une température de 1400 degrés Celsius. Aucune soudure ne pourrait résister à de telles conditions, elle se désintégrerait en quelques secondes. L'aube doit être monobloc, taillée dans un bloc massif de titane ou de superalliage de nickel. C'est précisément à cela que sert la Mesta 50. Elle ne coupe pas, elle ne soude pas, elle forge. Elle prend un lingot de titane incandescent de 2 kg et le transforme en une forme précise d'aile ou d'aube en un seul coup. Le processus commence par la préparation. Le lingot de titane est chauffé dans un four spécial, jusqu'à 960 degrés Celsius. À cette température, le titane devient aussi malléable que de la pâte à modeler, tout en conservant sa résistance extraordinaire. Le métal émet une lueur rouge vif, presque blanche, impossible de le regarder sans lunettes de protection spéciale. Lorsque la température atteint le point requis, le bras robotisé extrait le lingot incandescent et, en quelques secondes à peine, le transporte jusqu'à la presse. Le temps est critique. Si le titane refroidit ne serait-ce que de 50 degrés, il deviendra trop dur et la presse ne pourra plus le déformer. Le lingot est placé dans la matrice inférieure, un immense moule en acier qui épouse les contours de la future pièce. Au-dessus descend la matrice supérieure de 150 tonnes. Et là, c'est le choc. 50 000 tonnes de force s'abattent sur le titane incandescent. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'on posait simultanément 150 avions de ligne sur votre table. Les vérins hydrauliques, de 2,50 m de diamètre, génèrent une pression de 350 mégapascales, soit 3500 fois la pression atmosphérique. Sous une pression aussi folle, le titane se comporte étrangement. Il ne casse pas, ne se fissure pas, il coule. Les atomes du métal se déplacent, glissent les uns contre les autres, remplissant chaque recoin microscopique du moule. En 3 secondes, un lingot informe se transforme en copie parfaite d'un longeron d'aile ou d'une aube de turbine. L'usine tout entière tremble sous l'impact. À plusieurs centaines de mètres à la ronde, on ressent la vibration, comme un petit séisme. Les ouvriers qui travaillent près de la presse portent des casques spéciaux, car le son de l'impact atteint 130 décibels, plus fort que le décollage d'un avion à réaction. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Malgré cette force barbare, la presse contrôle la forme à un demi-millimètre près. Des capteurs laser suivent chaque mouvement de la matrice. L'hydraulique corrige la pression des milliers de fois par seconde. Si quelque chose tourne mal, une pièce valant 300 000 € se transforme en ferraille. La Mesta 50 fabrique des pièces pour tous les principaux avions américains. Le F-35, Lightning II, le F-22 Raptor, le Boeing 787 Dreamliner, les moteurs d'hélicoptères Apache, tous comportent des pièces nées sous les coups de cette presse. Chaque mois, plus de 2000 tonnes de titane et de superalliage de nickel y transitent. Puis vint la catastrophe. En 2009, lors d'une frappe de routine, les ingénieurs entendirent un bruit inhabituel. Le métal venait de se fissurer. La presse fut immédiatement arrêtée et la découverte glaça les sangs. Une fissure d'1,20 m était apparue dans la poutre maîtresse. Pour l'industrie aéronautique américaine, ce fut un choc. La Mesta 50 est la seule presse d'une telle puissance dans le pays. Sans elle, la production du F-35 s'arrêtait net, Boeing ne pouvait plus fabriquer de pièces pour le Dreamliner, les commandes militaires restaient en suspens. Chaque jour d'immobilisation coûtait des millions de dollars. Une réparation désespérée s'est engagée. Le problème, c'est qu'une poutre de 2000 tonnes ne peut tout simplement pas être démontée et remplacée.
Elle est intégrée dans la structure à 30 mètres de profondeur, entourée de dizaines d'autres systèmes. Les ingénieurs prévoient d'effectuer la réparation sur place. Une équipe spécialisée de soudeurs a travaillé 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée, le soudage électrolytier sous atmosphère inerte. La fissure a été soudée couche par couche, chacune d'une épaisseur de 3 mm. Après chaque couche, le métal subissait un traitement thermique pour éliminer les contraintes internes. Au total, 760 couches de cordons de soudure ont été déposées. Parallèlement, une poutre de secours était fabriquée, au cas où la réparation échouerait. Elle a été réalisée dans une autre usine, en utilisant la plus grande grue d'Amérique, d'une capacité de 4000 tonnes. Le coût de cette poutre de secours, 18 millions de dollars. Quant à l'abonnement à ma chaîne, il vous coûtera 0 $ et 0 cent. Alors, vous êtes déjà abonné ? Mais la réparation fut une réussite. En décembre 2009, la Mesta 50 reprit du service. Le premier coup après la remise en état fut observé par 200 ingénieurs. Tous retenaient leur souffle. La presse frappa, le titane se déforma, et la fissure ne réapparut pas. Le ciel américain était sauvé. Aujourd'hui, la Mesta 50 continue de fonctionner. Elle a déjà près de 70 ans, un âge incroyable pour un équipement industriel. Les presses modernes sont plus efficaces et automatisées, mais aucune ne peut atteindre une telle puissance. 50 000 tonnes demeure un record inégalé pour le pays. Fait intéressant, autour de la presse s'est formé tout un écosystème. Des milliers d'ingénieurs, de métallurgistes, d'opérateurs travaillent à l'usine. Beaucoup sont originaires d'Amérique latine, venus aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et qui ont trouvé un emploi dans l'aéronautique. Ils façonnent les pièces qui ensuite propulsent des avions dans le ciel du monde entier. La Mesta 50, c'est bien plus qu'une machine. C'est un symbole de puissance industrielle, d'excellence technologique et d'ingéniosité technique. C'est la preuve que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus récentes, mais celles qui ont été éprouvées par des décennies de travail fiable sous une pression incroyable. Si vous voulez voir à quoi ressemble le bout du monde industriel, venez à Ecatepec. Cette banlieue de Mexico ne vous accueillera ni avec des mariachis, ni avec des cocktails sur la plage. Ici, l'air est épais des gaz d'échappement de vieilles coccinelles Volkswagen, et les montagnes alentours sont enveloppées d'un smog grisâtre. Mais c'est précisément ici, au milieu des rues poussiéreuses et du chaos incessant, que se joue ce que les Mexicains appellent leur révolution silencieuse. Je me tiens devant les grilles de l'usine Granutech. Dans ma chaussure droite, un caillou s'est coincé, et dans ma bouche persiste le goût de tacos bon marché au porc mêlé de poussière. Mais devant moi s'ouvre un enfer noir qui se transforme en salut pour ce pays. Le Mexique a un problème. Non, ce n'est pas assez dire. Le Mexique fait face à une catastrophe. Chaque année, plus de 40 millions de pneus sont mis au rebut. La plupart finissent dans des canyons, des rivières ou sur des terrains vagues où ils sont brûlés, empoisonnant l'air avec des dioxines. Pour Mexico, ville qui étouffe dans sa propre cuvette, c'est un poison lent. Mais il y a un autre fléau, les routes. À Mexico, elles ne sont pas simplement mauvaises, elles sont vivantes. À cause des séismes incessants, de l'affaissement des sols et des pluies tropicales, l'asphalte se fissure ici plus vite que vous ne pouvez dire « gracias ». Le bitume traditionnel devient cassant sous le soleil brûlant d'altitude et se fait emporter par la première averse. Nous avons décidé de croiser ces deux problèmes pour qu'ils s'annihilent mutuellement, me confie Carlos, ingénieur chez Granutech, essuyant la sueur de son front d'une main maculée de cambouis. Ses yeux brillent de fierté. Et je comprends pourquoi. Nous entrons à l'intérieur. Ici, rien de la stérilité des laboratoires américains.
Ici règne une véritable effervescence. La première étape, c'est la réception. D'énormes camions, rouillés et cabossés par la vie, déversent des milliers de pneus directement dans une cour poussiéreuse. Le spectacle est accablant, de véritables montagnes de caoutchouc noir qui empestent le brûlé sous le soleil. Mais dès qu'ils entrent sur le tapis roulant, la magie opère. Les broyeurs Granutech sont de véritables monstres. Ils ne coupent pas, ils déchirent. Le bruit évoque une créature de fer géante en train de broyer des os. Les vibrations traversent le sol, remontent dans les jambes et font claquer les dents. Ici, impossible de parler. On communique par gestes. Je vois un pneu de poids lourd se transformer en lambeaux, en quelques secondes à peine. Ici, loin des usines aseptisées d'Europe, on voit chaque goutte de sueur des ouvriers. Ils trient à la main ce que les aimants n'ont pas attrapé. C'est un travail sale, difficile, honnête. La poussière est si dense que la lumière du soleil la transperce en colonnes dorées. Nous passons à la zone de broyage fin. Ici, le caoutchouc traverse une cascade de broyeurs, devenant de plus en plus fin jusqu'à se transformer en farine de caoutchouc. C'est l'ingrédient secret. Carlos prend une poignée de cette poussière noire et me la tend. Elle est tiède, presque chaude. « Ce n'est pas un déchet !» me crie-t-il à l'oreille. « C'est de l'élasticité. C'est ce qui empêchera l'asphalte de se fissurer quand la terre sous Mexico tremblera à nouveau. » Les Mexicains sont fiers de cette technologie. Et ils ont raison. Une route avec ajout de vieux pneus dure 3 fois plus longtemps. Elle ne craint pas l'eau, car le caoutchouc repousse l'humidité, l'empêchant de pénétrer dans les pores et de détruire la base. De plus, ces routes sont bien plus silencieuses. Mexico est l'une des villes les plus bruyantes de la planète, et chaque décibel absorbé par cette autoroute en caoutchouc est une bénédiction. Si le broyeur incarne la force brute de l'usine Granutech, l'atelier de modification du bitume en est l'esprit raffiné et dangereux. Nous quittons la cour bruyante et gravissons un escalier métallique vers une plateforme où trônent des cuves de mélange gigantesques. Ici, l'air change de nature. À la place de la poussière sèche de caoutchouc, vos poumons s'emplissent d'un brouillard lourd et huileux. C'est l'odeur du bitume chaud, mêlée à l'arôme douceâtre des polymères en fusion. Au centre de la plateforme se dresse le réacteur, un immense thermos d'acier à l'intérieur duquel se produit une véritable alchimie. La température y est maintenue à 180 degrés Celsius. C'est un seuil critique. En dessous, la réaction ne démarre pas. Au-dessus, le bitume s'oxyde rapidement et perd ses propriétés. Je vois, à travers une vis automatisée, se déverser dans le bitume brûlant, noir comme la nuit, cette même farine noire, des particules de caoutchouc d'1 millimètre maximum. Dès que la miette touche le liquide brûlant, un miracle physico-chimique s'opère. Vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais les capteurs sur les écrans l'attestent. La viscosité du mélange se met à grimper en flèche. Le caoutchouc ne fond pas simplement, car celui des pneus est vulcanisé, il ne peut se liquéfier comme de la glace. À la place, c'est l'adsorption qui entre en jeu. Les particules de gomme se mettent à boire, les fractions pétrolières légères du bitume. Une particule de caoutchouc double ou triple de volume. Elle gonfle, devenant une structure gélatineuse souple et élastique. À l'intérieur du réacteur, les malaxeurs à haut cisaillement incorporent littéralement cette gomme gonflée dans la structure du bitume. Ce ne sont plus deux substances distinctes. C'est un liant modifié. « Regarde le manomètre !» hurle Carlos en désignant l'appareil. La pression monte, le mélange devient plus épais que du miel.
Au niveau moléculaire, se produit une dévulcanisation. Une partie des liaisons soufrées du caoutchouc se rompt et les chaînes polymères s'entrelacent avec les molécules de bitume. Elles forment un nouveau réseau, une sorte d'armature à l'échelle microscopique. C'est précisément ce réseau qui constitue le secret de cette éternité. Comparons maintenant. L'asphalte ordinaire, c'est de la pierre agglomérée par du bitume pur. Sous le soleil ardent de Mexico, il ramollit. La nuit, lorsque les températures fraîchissent, il durcit et devient friable. Avec le temps, il finit par ressembler à un biscuit sablé desséché. Il suffit qu'un poids lourd roule sur un tel revêtement pour que des micro-fissures apparaissent. L'eau s'y infiltre, gèle ou érode simplement la base. Et voilà! Vous retrouvez un nid de poule à la place de la route. L'asphalte au caoutchouc de Granutech fonctionne comme une dalle de caoutchouc résistante. Lorsqu'un camion exerce une pression sur cet asphalte, celui-ci ne se fissure pas. Il se déforme et, c'est le plus important, reprend sa forme initiale. C'est ce qu'on appelle la récupération élastique. Nous nous approchons du robinet de sortie, où Carlos recueille un peu du mélange final dans un récipient métallique pour le tester. Lorsqu'il refroidit légèrement, il l'étire comme du caoutchouc. Un bitume ordinaire se déchirerait tout simplement, mais celui-ci forme de longs filaments, rebondit et se rétracte à nouveau. Sous nos yeux, en ce moment même, des tonnes de cette masse noire se déversent dans la benne du camion. La température se maintient toujours aux alentours de 160 degrés. Le mélange exhale la puissance et le progrès. Ce camion prendra la route vers la périphérie d'Ecatepec, où demain matin, les Mexicains se rendront au travail par cette nouvelle voie. Une route qui ne craindra ni le soleil du Texas, ni les pluies diluviennes, ni les bus surchargés. C'est là le véritable triomphe de Granutech. Nous avons pris les déchets les plus difficiles. Nous les avons fait traverser l'enfer à 180 degrés. Nous avons transformé leur nature chimique et en avons fait le fondement d'une circulation sûre. Ici, sur cette plateforme, au milieu de la vapeur et du fracas métallique, vous comprenez. L'avenir n'a pas nécessairement besoin d'être propre et blanc. Parfois, il est noir, collant et sent le caoutchouc brûlant. Il existe un métal qui ne rouille pas, ne vieillit pas et ne disparaît jamais. Il attend, tout simplement. Il attend dans l'eau, dans l'air et même dans nos foyers. Et si je vous disais que ce métal a aidé l'humanité pendant des siècles à extraire l'or, soigner les dents et mesurer la température, tout en rendant lentement les gens fous et en décimant des villes entières. Le mercure, cet argent liquide, à l'apparence presque magique, cache l'un des secrets les plus dangereux de la chimie. On ne peut pas le détruire, on ne peut que le cacher. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez où l'humanité enfouit aujourd'hui le mercure pour toujours, et pourquoi une seule erreur pourrait le ramener dans nos vies. L'histoire du mercure ne commence pas avec des gouttelettes brillantes, mais avec un minéral rouge vif, le cinabre. Pendant des millénaires, les hommes ont utilisé le cinabre comme pigment. Les anciens Chinois et Romains en tiraient une peinture appelée vermillon, dont ils ornaient temples et statues. Toutefois, l'extraction du cinabre s'accompagnait toujours de tragédies. Les ouvriers des mines souffraient de tremblements inexplicables, de délires et de morts prématurées. Le procédé d'obtention du mercure pur à partir du cinabre est assez simple. Le minéral est broyé, puis chauffé dans des fours spéciaux. À une température de 357 degrés Celsius, le mercure s'évapore, puis se condense sous forme de lourdes gouttelettes argentées. Cette simplicité d'obtention a fait du mercure une matière première accessible, mais extrêmement dangereuse. L'une des utilisations les plus massives du mercure dans l'histoire fut l'extraction de l'or et de l'argent. Le mercure possède une capacité unique,
Il mouille instantanément les autres métaux, les dissolvant en lui-même et créant des alliages appelés amalgames. À l'époque des ruées vers l'or, les chercheurs mélangèrent le minerai broyé avec du mercure. Le mercure, tel un aimant, extrayait les plus infimes particules d'or de la roche, formant une pâte épaisse. Pour obtenir de l'or pur, on chauffait simplement l'amalgame à feu ouvert. Le mercure s'évaporait directement dans l'air respiré par les hommes, et au fond restait l'or pur. Cette méthode, connue sous le nom d'amalgamation, a conduit à une pollution effroyable des rivières et des sols à travers le monde. Même aujourd'hui, dans la jungle amazonienne, des chercheurs d'or clandestins utilisent des tonnes de mercure, empoisonnant les écosystèmes pour des décennies à venir. Pendant longtemps, le mercure a été considéré comme irremplaçable dans la science et la vie quotidienne. Dans les thermomètres, le mercure se dilate uniformément lors du chauffage, ce qui en faisait un fluide idéal pour des instruments de mesure précis. Les interrupteurs au mercure fonctionnaient sans défaillance pendant des décennies, car le mercure liquide conduit parfaitement l'électricité et ne s'use pas. Les amalgames dentaires, mélange d'argent et de mercure, ont été la norme en dentisterie pendant plus d'un siècle en raison de leur résistance extraordinaire. Mais il y avait aussi un côté sombre. Au XIXe siècle, le mercure servait au traitement des fourrures pour la fabrication de chapeaux en feutre. Les artisans inhalaient constamment des vapeurs de mercure, ce qui attaquait leur système nerveux. C'est de là que vient l'expression « fou comme un chapelier », immortalisée par Lewis Carroll dans « Alice au pays des merveilles ». Les symptômes de l'intoxication, confusion mentale, perte de mémoire et tremblement sont devenus une maladie professionnelle de branches entières. La principale perfidie du mercure réside dans sa capacité à s'accumuler dans les organismes vivants. Lorsque le mercure pénètre dans l'eau, des bactéries le transforment en méthylmercure, une forme organique extrêmement toxique. Celui-ci s'accumule dans le plancton, puis dans les petits poissons, et enfin dans les grands prédateurs comme le thon ou le requin. L'être humain qui consomme ces poissons reçoit une dose massive de toxines. L'exemple le plus terrible reste la tragédie de la ville japonaise de Minamata dans les années 1950, où une usine chimique déversait du mercure dans la baie. Des milliers de personnes sont mortes ou sont restées handicapées à cause de lésions cérébrales. Cet événement a donné son nom à la maladie de Minamata et a poussé le monde à envisager l'interdiction de ce métal. Aujourd'hui, la convention de Minamata, signée par plus de 140 pays, est en vigueur. Elle interdit la fabrication et l'exportation de thermomètres à mercure, d'appareils de mesure de la pression, de la plupart des types de lampes fluorescentes et l'utilisation du mercure dans de nombreux processus industriels. Si un thermomètre à mercure se brise chez vous, c'est une petite catastrophe écologique à l'échelle d'une pièce. Le mercure se disperse en une myriade de minuscules billes qui roulent sous les plinthes et s'enfoncent dans les fibres des tapis. À 20 degrés, elles commencent à s'évaporer activement. Une seule petite bille de mercure peut contaminer l'air d'un espace clos pendant des mois. Les vapeurs de mercure n'ont ni odeur ni goût, ce qui en fait un tueur invisible. Comme on ne peut ni brûler ni dissoudre complètement le mercure, car c'est un élément chimique indestructible, la seule solution consiste à l'extraire totalement et à le confiner. Tout commence dans des usines spécialisées, où arrivent des millions de lampes fluorescentes usagées, de vieux appareils médicaux et des capteurs industriels. La première étape consiste en un broyage mécanique. Les lampes, par exemple, sont introduites dans un broyeur hermétique qui transforme le verre, les culots en aluminium et le revêtement de mercure en fines particules. Ce mélange ressemble à des déchets ordinaires, mais il est extrêmement toxique. Chaque tonne contient plusieurs kilogrammes de mercure. D'ailleurs, le mercure est incroyablement lourd. Une bouteille d'1 litre de mercure pèse plus de 13 kg.
Si vous tentiez de soulever un seau de mercure, vous soulèveriez 136 kg, l'équivalent de 2 hommes adultes. Vient ensuite le procédé principal, la désorption thermique sous vide. Ce mélange est chargé dans d'immenses fours réacteurs en acier. La particularité réside justement dans le vide. En évacuant l'air, on abaisse la température d'ébullition du mercure. Les fours chauffent le mélange entre 300 et 400 degrés. Dans ces conditions, le mercure s'évapore intensément, se séparant des débris de verre et de métal. Le système sous vide aspire ces vapeurs toxiques, ne leur laissant aucune chance de s'échapper vers l'air de l'atelier. Le gaz mercuriel passe ensuite dans le système de condensation. Il s'agit de longs serpentins refroidis à basse température. Dès que la vapeur brûlante entre en contact avec les parois froides, elle redevient métal liquide. Des gouttelettes argentées s'écoulent dans des réservoirs spéciaux. Ce qui en ressort est du mercure recyclé pur. Toutefois, le monde renonçant progressivement à son utilisation, ce métal ne retourne plus dans les usines. L'ultime étape consiste en un emprisonnement éternel. On mélange le mercure liquide à des réactifs spécifiques, comme le soufre, pour le transformer en un composé solide et stable. Le sulfure de mercure, qui ne s'évapore pas et ne se dissout pas dans l'eau. Cette substance est scellée dans des conteneurs en acier à parois épaisses, recouverts d'une couche anti-corrosion. Ces conteneurs sont acheminés vers des sites de stockage souterrains, situés à plusieurs centaines de mètres de profondeur, dans d'anciennes mines de sel abandonnées ou des massifs granitiques. Là, dans une sécheresse absolue et sous surveillance électronique permanente, le mercure est conservé durant des décennies. C'est le seul moyen de garantir que cet argent liquide ne rejoindra jamais les nappes phréatiques et ne reviendra pas jusqu'à nous par le biais du poisson ou de l'eau potable. L'élimination est coûteuse et complexe, mais c'est le prix que l'humanité paie pour la sécurité des générations futures. Imaginez 2 frères jumeaux, si semblables qu'il est impossible de les distinguer à l'œil nu. Toujours ensemble, nés au même instant, ils vivent côte à côte depuis des milliards d'années. Mais voici le paradoxe. L'un sauve le monde en fournissant de l'énergie à des millions de personnes, tandis que l'autre peut tout détruire s'il se retrouve au mauvais endroit. Faites connaissance avec le zirconium et le hafnium, le couple le plus étrange du tableau périodique, qui régit les réacteurs nucléaires, tout en donnant aux ingénieurs des maux de tête à en pleurer. Ces 2 métaux se ressemblent tellement d'un point de vue chimique qu'ils ont été découverts séparément à 150 ans d'intervalle, sans que personne ne soupçonne qu'il s'agissait d'éléments distincts. Le zirconium a été identifié en 1789 et le hafnium seulement en 1923. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont toujours ensemble. Dans la nature, il n'existe aucun gisement de zirconium pur. Il contient toujours entre 1 et 5% de hafnium. Ils sont comme le yin et le yang, version métallique et potentiellement radioactive si l'on ne s'y prend pas correctement. Et voici le plus fascinant. Ces frères jumeaux possèdent des propriétés nucléaires diamétralement opposées. Le zirconium est presque transparent aux neutrons. Il le traverse comme s'il n'existait pas. Le hafnium, lui, capture avidement chaque neutron qui passe à sa portée. Et ce n'est pas une petite différence. Le hafnium absorbe les neutrons 600 fois mieux que le zirconium. 600! C'est comme comparer du papier et un mur de béton pour arrêter une balle. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'un réacteur nucléaire, c'est une réaction en chaîne contrôlée. Les atomes d'uranium se désintègrent, libèrent des neutrons. Ces neutrons percutent d'autres atomes d'uranium qui se désintègrent à leur tour, et ainsi de suite. Pour que le réacteur fonctionne de manière stable, il faut contrôler précisément le nombre de neutrons. Trop de neutrons, le réacteur surchauffe, et c'est l'accident.
Pas assez, la réaction s'éteint, et plus d'énergie. C'est là qu'intervient le zirconium. Les barres de combustible dans le réacteur sont de longs tubes remplis de pastilles de dioxyde d'uranium. Ces tubes doivent être fabriqués dans un matériau qui ne gêne pas la circulation des neutrons et ne freine pas la réaction. Le zirconium est idéal. Il est transparent aux neutrons, résistant aux températures élevées, insensible à la corrosion dans l'eau sous pression et à la radiation. Aucun autre métal ne convient aussi bien. Mais voilà le problème. S'il reste ne serait-ce qu'un peu de hafnium dans le zirconium, ce hafnium va dévorer les neutrons. La réaction ralentira ou s'arrêtera complètement. Imaginez que vous construisez un réacteur à plusieurs milliards de dollars. Vous chargez le combustible, vous le démarrez. Et rien ne se passe parce qu'il y avait du hafnium dans le métal des tubes. Le cauchemar de tout ingénieur. C'est pourquoi l'industrie nucléaire a besoin de zirconium contenant moins de 100 parties par million de hafnium. Cela signifie qu'il faut retirer 99,99% du hafnium de chaque kilogramme de mélange naturel. Et c'est là que commence le véritable enfer, car les séparer est quasiment impossible. Pourquoi est-ce si compliqué? Parce que ces métaux sont de vrais jumeaux chimiques. Ils ont la même valence, des atomes de taille comparable, des propriétés chimiques presque identiques. Toutes les méthodes classiques de séparation des métaux sont inefficaces. On ne peut pas faire fondre le mélange et les séparer selon leur point de fusion. Ils fondent presque à l'identique. Impossible de les dissoudre et d'en précipiter un en laissant l'autre. Ils précipitent ensemble. C'est comme essayer de séparer des jumeaux qui feraient toujours exactement la même chose. Un peu comme dans un roman de Stephen King, non? La seule méthode efficace reste l'extraction par solvant, répétée inlassablement. On prend une solution aqueuse de sel de zirconium et d'hafnium, on ajoute un solvant organique spécifique qui dissout légèrement mieux l'un des deux sels. On agite vigoureusement le mélange, puis on laisse décanter. Le hafnium migre un peu plus vers la phase organique. Un peu. Le mot est important. À chaque cycle, la différence ne dépasse que quelques pourcents. Il faut donc répéter le processus des centaines et des milliers de fois. C'est ce qu'on appelle l'extraction en cascade. Imaginez une usine gigantesque avec des milliers de cuves, où les solutions sont pompées de l'une à l'autre, passant par d'interminables cycles de mélange et de séparation. Le processus prend des semaines ou des mois. Et tout cela pour obtenir du zirconium d'une pureté suffisante pour un réacteur. Il existe une autre méthode, la chromatographie par échange d'ions. La solution de Cels est passée à travers une colonne remplie d'une résine spéciale. Le hafnium adhère un peu plus fortement à la résine que le zirconium. Il se déplace donc plus lentement. Après avoir traversé des dizaines de mètres de colonnes, ils finissent par se séparer. Mais là encore, le processus est lent, coûteux, énergivore. Voyons maintenant ce qu'on fait du zirconium pur. On le transforme en un alliage appelé zircaloy, du zirconium avec de petites quantités d'étain, de fer et de chrome. Cet alliage sert à fabriquer les tubes pour les crayons combustibles. Ces tubes doivent être parfaitement droits, sans le moindre défaut, avec une paroi de moins d'1 millimètre d'épaisseur et jusqu'à 4 mètres de longueur. La production de tels tubes relève d'un art à part entière. Le zirconium devient très réactif à haute température. Il capte l'oxygène, l'azote et l'hydrogène présents dans l'air, ce qui le rend cassant. Toutes les opérations doivent donc se dérouler sous vide ou en atmosphère inerte. Les lingots de zirconium sont chauffés à 1000 degrés Celsius, puis pressés ou laminés pour former des ébauches. Ces ébauches sont ensuite étirées à travers des filières à de multiples reprises, réduisant progressivement le diamètre et l'épaisseur de la paroi. Les tubes finis sont soumis à un contrôle qualité rigoureux. Ils sont radiographiés aux rayons X et aux ultrasons pour détecter les micro-fissures. La composition chimique est vérifiée par analyse spectrale. Leur résistance mécanique
et leur tenue à la corrosion sont testés. Un seul tube défectueux dans un réacteur pourrait entraîner une fuite de combustible radioactif. Le contrôle est donc absolu. Et qu'en est-il du hafnium séparé? Lui aussi a de la valeur, mais pour des raisons opposées. C'est justement parce que le hafnium absorbe les neutrons qu'il se révèle utile pour les barres de contrôle des réacteurs. Ce sont ces barres qu'on abaisse dans le cœur pour ralentir ou arrêter la réaction. Lorsqu'il faut réduire la puissance du réacteur, les barres de hafnium s'enfoncent à l'intérieur et commencent à capturer les neutrons, freinant ainsi la réaction en chaîne. Le hafnium est également utilisé dans la technique spatiale et les avions supersoniques. Il résiste à des températures extrêmes, au-delà de 2200 degrés Celsius. On en fabrique des tuyères de moteurs fusées, des boucliers thermiques, des pièces qui fonctionnent dans l'enfer des températures et des pressions. Mais ce ne sont là que des applications de niche. La demande principale pour le hafnium vient précisément de l'énergie nucléaire. Fait intéressant, le hafnium doit son nom à Copenhague, ville où il fut découvert. Quant au zirconium, il tire le sien du minéral zircon, dont on l'a extrait pour la première fois. Le zircon, soit dit en passant, est une pierre magnifique utilisée en joaillerie comme alternative économique au diamant. Mais il s'agit d'un matériau tout à fait différent, un silicate de zirconium, et non le métal pur. Dans le monde, seules quelques usines sont capables de produire du zirconium nucléaire. Le processus est si complexe et coûteux que tous les pays ne peuvent se le permettre. Les principaux producteurs sont la France, les États-Unis et la Chine. 1 kilogramme de zirconium nucléaire coûte des dizaines de fois plus cher que l'acier ordinaire. Mais pour l'industrie nucléaire, il n'existe aucune alternative. Un réacteur énergétique moderne contient environ 100 tonnes d'alliage de zirconium dans les barres de combustible. Ces barres fonctionnent dans des conditions extrêmes. Une eau sous pression à près de 320 degrés Celsius, un bombardement neutronique intense, un environnement corrosif. Et le zirconium résiste à tout cela pendant des années, protégeant le combustible et permettant au réacteur de fonctionner en toute sécurité. Sans le zirconium, il n'y aurait pas d'énergie nucléaire moderne. Les premiers réacteurs utilisaient d'autres matériaux, magnésium, aluminium, acier inoxydable. Mais tous absorbaient trop de neutrons, réduisant l'efficacité ou ne supportaient pas les conditions d'exploitation. Le zirconium a résolu ce problème et a rendu possible la construction de réacteurs efficaces et sûrs. Il existe un autre domaine où le zirconium est irremplaçable, la médecine. Les implants en zirconium pour la dentisterie et l'orthopédie sont biocompatibles, résistants et ne provoquent aucune allergie. Articulations artificielles, couronnes dentaires, plaques pour os, nombre d'entre eux sont fabriqués en zirconium ou en oxyde de zirconium. Mais le zirconium médical ne nécessite pas une purification aussi poussée du hafnium, car les propriétés nucléaires n'y ont aucune importance. L'avenir du zirconium est lié au développement de l'énergie nucléaire. Les nouvelles générations de réacteurs exigent des matériaux encore meilleurs, plus résistants aux températures élevées, à l'irradiation, à la corrosion. De nouveaux alliages à base de zirconium sont développés, avec ajout de niobium, de molybdène et d'autres éléments. Des revêtements sont testés, qui protègent davantage les tubes de l'oxydation en cas d'accident. Quant au hafnium, il trouve de nouvelles applications dans la microélectronique. L'oxyde de hafnium est utilisé comme diélectrique dans les transistors des processeurs modernes. Il permet de réduire la taille des transistors sans perte de performance. Ainsi, les deux frères ont trouvé leur place dans les technologies qui font avancer la civilisation.